Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Bismart, c'est l'émission Smart Job. Je ne sais pas si vous êtes à l'antenne avec nous, mais en tout cas je suis ravi de vous retrouver. L'émission, vous la connaissez, émission Emploi RH tous les jours, en direct du lundi au vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser à un coach, un véritable magicien des couleurs. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On va parler de l'offboarding, non pas de l'offboarding, mais de l'offboarding. C'est le moment où un collaborateur sort de l'entreprise, c'est un moment sensible. On en parlera dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, qui est notre débat, eh bien on va parler d'un sujet qui est un peu tabou dans l'entreprise. L'entreprise, vous le savez, c'est un lieu où se nouent des rencontres, parfois des rencontres amoureuses. Et ce n'est pas sans danger, sans risque. On en parle avec mes invités dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, on apprendra avec notre conseiller eh bien, comment réussir son entretien d'embauche. C'est la rentrée, vous cherchez un job ou une alternance. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, le journal de l'emploi présenté par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, le Premier ministre Jean Castex a fait plusieurs annonces fortes hier lors de son discours à l'université d'été du MEDEF. Parmi elles, le gouvernement annonce élargir le plan jeune aux travailleurs handicapés. Opérationnel depuis début août, la prime pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans va être étendue à toutes les personnes en situation de handicap, et ce, sans limite d'âge. À hauteur de 4 000 €, elle s'applique à tout contrat de travail signé entre le 1er septembre et le 28 février 2021. Intégrée au plan de relance, cette mesure bénéficiera de 100 millions d'euros de crédit. En retour, le gouvernement a atteint 40 000 embauches. Point important, cette aide sera cumulable avec tout autre dispositif, notamment les aides de l'AGFIP. Aujourd'hui, le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 18%, soit 2 fois plus que l'ensemble de la population active. Et puis sur un autre sujet, le ministre a confirmé la baisse de l'impôt de production, une baisse de 10 milliards d'euros l'an prochain. Le but, minimiser l'impact sur les coûts de production et la compétitivité des entreprises. Pour ce faire, la cotisation sur la valeur ajoutée incluse dans cet impôt sera divisée par 2. L'an dernier, elle représentait une facture de 14 milliards d'euros pour les entreprises françaises. La part qui revient aux régions est donc sacrifiée, mais intégralement compensée, promet le gouvernement. Et puis enfin, on change de ministère. L'ancien garde des Sceaux Dominique Perben a remis son rapport hier pour tenter de dissiper le malaise qui règne chez les avocats. Une profession en crise qui avait manifesté sa colère contre la réforme des retraites. Remis au nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ce rapport propose 13 recommandations. Parmi elles, la revalorisation du barème de l'aide juridictionnelle à hauteur de 100 millions d'euros minimum. Il préconise également d'associer les avocats à la vie des juridictions. Enfin, selon l'ancien ministre, il faut recruter et vite. Une proposition déjà dans les rouages du gouvernement. Le Premier ministre, on y revient, a annoncé hier sur France Inter qu'il allait étoffer les effectifs de juges et de greffiers. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, l'occasion de rencontrer des experts, des observateurs et des coachs. Jean-Pascal Mollet, merci de refaire un détour par le plateau. Vous étiez venu, alors vous êtes coach en vente, spécialiste en vente auprès de commerciaux notamment. Vous étiez venu fin de l'été, au début de l'été, nous parler de la stratégie des couleurs. Alors, vous me l'aviez dit, vous avez dit c'est pas moi qui ai inventé cette stratégie. Ça avait cartonné sur les réseaux sociaux, vous avez eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires. Vous l'avez vu comme moi. Là, on va s'intéresser de manière très concrète, c'est la rentrée, et vous allez adapter cette stratégie des couleurs pour classer finalement les caractères, les attitudes des commerciaux que vous formez. Et vous êtes amusés. Alors nous aussi, on s'est un petit peu amusés. Vous êtes amusés à faire des petites vignettes sur YouTube qui sont plutôt sympas, bleu, jaune, vert, rouge. On a choisi le vert. Le vert, c'est quoi pour savoir ce qu'on va montrer? Donc, alors, le vert, c'est plutôt la personne qui est posé, attentionné, calme, qui prend le temps, plutôt centré sur les autres, très à l'écoute. Très à l'écoute. Alors vous allez le voir, c'est une personne qui est tellement à l'écoute qu'elle a intérêt à avoir des bras très musclés, parce qu'elle est tellement à l'écoute qu'elle sert le café pour tout le monde. Regardez, puis on se retrouve juste après. Dis-moi Catherine, comment elle va ta fille? Ça va mieux? Oui. Tu sais que tu peux compter sur moi, s'il y a quoi que ce soit, tu me demandes. Voilà, fais-lui un petit bisou de ma part. Oui Stéphane, dis-moi, est-ce que tu veux un café? D'accord, oui, je te l'amène. Oui Martine, dis-moi, tu veux quoi? D'accord, un café avec un petit peu de lait.
Ok, demande à Olivier ce qu'il veut. Juste un verre d'eau. D'accord, je vous amène ça. Oui, Caroline. Oui. Oui, tu peux terminer plus tôt, hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas grave, je finirai plus tard. Hein. Non, non, vas-y, rentre chez toi tranquillement. Voilà, je m'occupe de tout. Oui, Christophe. Ah, je suis vraiment désolé, il n'y a plus de café. Moi, j'irai en chercher ce midi, hein, j'irai pendant ma pause. Hein. Oui, j'irai en chercher. Ça, t'en auras cet après-midi. Ok. J'arrive. Jean-Pascal, alors Oui. vous êtes bien amusé à faire ça. Oui, mais Vous le montrez, il faut s'amuser, bien sûr. vous le montrez à vos élèves, à vos participants des formations. Vous leur montrez ça déjà pour leur situer. Alors quand je suis en formation, après je leur donne les liens, mais j'essaie de le jouer avec eux, hein, donc, et ils le jouent aussi. Hein. Commençons par le verre, puisqu'on vous a vu avec ce petit casque, vous répondez à tout le monde, le café, le thé, tu veux du sucre, pas de sucre. Ça, c'est le profil majoritaire des commerciaux que vous rencontrez, ou ceux que vous rencontrez, c'est plutôt des rouges, c'est plutôt le côté taureau, butor, je veux vendre tout de suite. Alors c'est vrai que dans les commerciaux, on imagine souvent le commercial un peu tchatcheur, alors c'est qui est plutôt assez jaune, qui a le contact facile. C'est un peu la caricature même d'ailleurs. C'est ça, hein, c'est de Jean-Claude Convenant, hein, du métier de commercial. Mais en fait, on va se rendre compte que chaque couleur a son intérêt dans la vente. C'est-à-dire que pour la prise de contact, le jaune sera le meilleur, parce qu'il va facilement vers les gens, il pousse facilement vers les portes. Sur la phase de découverte, le vert sera le meilleur, parce qu'il est centré, il est très à l'écoute et il s'intéresse à l'autre. Après, sur la phase d'argumentation, ce sera le bleu qui est très carré, très organisé. Et puis, pour conclure et pour faire signer le client... Dans votre vidéo, le bleu, il nettoie la table, hein. Enfin, il nettoie... C'est ça, il fait attention à tout. Très gaffe. Hein. Voilà. Ouais. C'est lui qu'il faut nommer pour le suivi Covid. Pour ceux qui nous regardent et les formations que vous donnez aux commerciaux, ou pour ceux qui veulent le devenir, qui disent, tiens, pour cette rentrée, je me jette, je deviens commercial, pour être le meilleur commercial, il faut associer toutes les couleurs. En fait, il faut être un arc-en-ciel. C'est ça. Et l'intérêt de la méthode, c'est de comprendre comment chacun est. C'est-à-dire que si je suis rouge-jaune, sur quoi je dois travailler? Sur mon vert et sur mon bleu. Donc, si je dois travailler sur mon vert, il faut que je travaille sur ma stratégie de questionnement. Si je dois travailler mon bleu, il faut que je travaille sur ma façon d'argumenter, de comprendre les motivations de mon interlocuteur pour pouvoir adapter mes arguments à la personne que j'ai en face de moi. Comment reçoivent les participants j'allais dire cette théorie? Automatiquement, ils se définissent, ils arrivent à se ranger? Ou c'est difficile pour quelqu'un de se dire, je me sens, je suis plus jaune, je suis plus rouge? C'est compliqué de se ranger quelque part. Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, nous sommes des arcs-en-ciel avec les 4 couleurs, mais avec des dominantes et puis avec des couleurs qui sont moins fortes. Donc, ils arrivent à se positionner au bout d'une journée de compréhension de méthode. Et à la suite de ça, il y a également un test qu'ils peuvent faire, que je fais avec eux, et qui leur donne leur pourcentage dans chaque couleur. Donc ça veut dire que, d'un point de vue concret, une fois qu'on a réussi à comprendre ce jeu des couleurs, on peut, comme un comédien, varier ses attitudes, d'être d'abord dans l'empathie, puis ensuite peut-être plus agressif ou plus interventionniste pour la signature. Comment ça se passe? En fait, votre client, avant d'acheter quoi que ce soit, il doit vous acheter vous. Et que si vous n'achetez pas vous, il n'achètera rien. Donc, c'est vraiment travailler sur cette partie savoir-être, cette partie comportementale, de comprendre qui on a en face de soi, parce qu'effectivement, si je suis un rouge qui est très dynamique, qui va à l'essentiel, avec qui il faut être super rapide, si je suis vert, très calme, dit oui, bonjour monsieur, alors voilà, aujourd'hui, forcément, ça ne marchera pas. Donc, on est obligé de comprendre qui on a en face pour pouvoir adapter sa façon de communiquer. Ça se rapproche d'ailleurs d'assez près de la relation qu'on peut avoir sur un plateau de télévision. Il faut aussi s'adapter à l'interlocuteur, c'est-à-dire qu'une personne qui est très rouge comme journaliste va avoir du mal à aller chercher quelqu'un qui est très vert. Jean-Jacques Bourdin peut-être par exemple, je ne veux pas citer un journaliste, mais ce type, il est très très rouge. Très interventionniste, il fait même d'ailleurs très peur. Les gens hésitent à venir sur son plateau. Il faut s'adapter aussi à l'interlocuteur que l'on a en face. Évidemment, ça marche dans tout, ça marche dans le commercial, mais ça marche aussi dans le management. Moi, je forme les managers à se dire, tiens, qui j'ai dans mon équipe, sur qui je peux compter. Si je dois mettre en place un process Covid, il vaut mieux le mettre en place avec un bleu qu'avec un jaune. Voilà, parce que le jaune, il fera des masques, mais pour se déguiser à Halloween, en fait. Pour s'amuser, alors que le bleu le mettra méticuleusement sans mettre la main sur le masque. Puis il expliquera à tout le monde. Concrètement, le délai que vous vous donnez pour orienter, les accompagner, c'est quoi le délai pour un individu qui passe entre vos mains et vous lui dites, voilà, on part de cet endroit, on va aller jusque-là et je vais te faire évoluer. C'est quoi la durée? Alors, sur cette méthode des couleurs, en une journée,
on arrive vraiment à avancer énormément parce qu'on peut voir, tiens, qui on a en face de soi, moi comment je suis et qu'est-ce que je dois faire en termes de stratégie. Et en une journée, évidemment, il faut qu'il y ait un suivi après, en général par le manager qui accompagne, quand il va avec son commercial pour aller voir des clients, tiens, ton client était quelle couleur, il faut faire vivre. Mais ça, ils le disent vraiment, excusez-moi, parce que c'est intéressant, on rentre dans les coulisses de la relation de travail, mais le manager dit, il était rouge, il était bleu, ton type ? C'est comme ça qu'il devrait faire, effectivement, pour ancrer la méthode, parce qu'il faut la répéter. Ouais, et donc l'interlocuteur lui dit, je crois qu'il était plutôt rouge vif. Et est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça ? Enfin, ça, après, c'est dans le débrief du manager. Jean-Pascal Mollet, avant de nous quitter, ça marche aussi pour les managers, indépendamment du fait de vendre quelque chose, ça marche aussi au sein de l'entreprise. Si le manager a ses outils, il sait s'adapter à l'interlocuteur qu'il a en face. Il sait comment le motiver. On sait qu'un rouge va être motivé par les challenges, alors qu'un vert sera motivé par le fait d'aider l'équipe. Et que je ne peux pas jouer sur les mêmes leviers de motivation avec chacun. Et attention, on le redit, sur une même journée, quelqu'un peut passer du vert au rouge. Oui, alors on peut faire une grosse colère le matin bien sûr. Et être super écolo le soir. On peut, c'est possible. C'est possible. Et d'autant plus qu'on a un comportement à la maison et un comportement au travail. C'est ça. Et qu'on peut être différent. On enfile un autre costume quand on descend de sa voiture ou de son métro pour rentrer sur son lieu de travail. Vous reviendrez, Jean-Pascal Mollet ? Avec grand plaisir. Vous allez, j'imagine, avoir beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, LinkedIn, entre autres. Et puis, si vous voulez découvrir vos vidéos, il y en a 4 sur l'ensemble des couleurs. Et évidemment, vous changez très nettement d'attitude. Ce sont des caricatures. Ce sont des caricatures, mais qui racontent bien, évidemment, la réalité de ces couleurs. Merci d'être venu. Vous êtes coach de vente conseil. Et vous reviendrez quand vous le voulez d'ailleurs. Avec grand plaisir. Le plateau vous est ouvert. Merci. Tout de suite, c'est Working Progress avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec Welcome to the Jungle et avec Marie Ouvrard qui nous accompagne depuis lundi. Bonjour Marie. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, alors on parle d'un sujet, alors encore une fois on a fait name and shame il y a 2 jours, là on fait un anglicisme mais c'est le mot utilisé, c'est l'offboarding. C'est l'offboarding, c'est le départ d'un collaborateur, la sortie d'un collaborateur d'une entreprise, donc ça peut être une sortie sensible ou pas, mais souvent sensible de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est un moment particulier pour un collaborateur. Donc on va en parler avec notre invitée Séverine Louéreau, vous êtes conférencière et co-auteure du livre Booster l'expérience collaborateur de votre organisation. Pourquoi est-ce que il est important déjà de soigner le départ d'un collaborateur et pourquoi ça devient de plus en plus important pour les entreprises, qui n'était peut-être pas forcément le cas les années précédentes? C'est important parce que, on va en parler j'imagine tout à l'heure de la marque employeur, mais c'est important parce que comme on a soigné l'onboarding, l'entrée des collaborateurs, et donc on était dans cet enjeu d'attractivité, de donner envie aux talents de rejoindre l'entreprise, et donc il fallait se différencier sur le marché du travail, il faut toujours le faire. On s'est rendu compte que si on n'avait pas une cohérence tout au long du parcours, et notamment jusqu'à la fin et la sortie du collaborateur, on était potentiellement en train de se tirer une balle dans le pied de tous les efforts qu'on faisait en amont, puisque le collaborateur, quand il part, il continue de parler de l'entreprise et potentiellement de, s'il n'est pas content, de véhiculer. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Il a des dîners. Il a des dîners, il a des voisines, il a des cousins à qui il peut en parler. Et surtout, il a les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai enjeu. On a beaucoup investi l'entrée, l'onboarding, et maintenant, on se dit, d'accord, il faut aussi s'occuper de la fin. Et alors justement, comment est-ce que l'entreprise peut intervenir de manière concrète sur cette période-là d'offboarding ? Je pense qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai frein culturel d'abord. Je pense qu'il y a une erreur qui est de considérer l'offboarding juste comme un process avec des étapes séquencées dans le temps. Avant, il y a un vrai sujet culturel, il y a un vrai frein culturel, il y a trop de passion autour du départ des collaborateurs. C'est vrai. De part et d'autre d'ailleurs. De part et d'autre. Le collaborateur, c'est un vrai moment clé pour lui qui peut être stressant. Et l'entreprise, souvent, c'est pris comme une trahison. Tu te rends compte, on l'a formé, on l'a fait évoluer. Il y a un côté rupture, il y a un côté affectif. Mais c'est des termes, c'est vraiment un champ lexical qu'on a associé à l'offboarding. Et je pense qu'il faut dépassionner le sujet, il faut sortir de ce côté affect. Douleur. Et considérer que le collaborateur, potentiellement, il est arrivé au bout d'un cycle où il s'est beaucoup investi, il a contribué au projet d'entreprise et il se donne un nouveau challenge. Juste un détail pour ceux qui nous regardent, c'est bien déconnecté d'une procédure judiciaire ou d'un conflit juridique. On est vraiment dans un départ, je dirais, doux. Ouais, quand on parle d'offboarding et ce qu'on peut en tout cas processer tel qu'on l'entend, c'est les départs choisis. C'est ça. Il n'y a pas de violence juridique là. Il n'y a pas de violence juridique puisque dans les départs sur contentieux, là, il y a une procédure légale très, très rythmée sur laquelle un RH ne peut pas forcément intervenir. Alors du coup, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place d'un point de vue entreprise et peut-être manager aussi? Alors,
Il faut veiller assez rapidement à ce que le collaborateur ne soit pas dans cette culpabilité. Donc, c'est la première étape de dépassion du débat dont je parlais. Et puis, il y a toute cette phase où le collaborateur se demande comment va se passer la fin. Il faut lui donner des perspectives. Dans l'onboarding, on conseille beaucoup de fixer des objectifs au collaborateur sur sa période d'intégration. Pourquoi on ne fait pas pareil sur sa période de désintégration, d'offboarding? Ouais. On pourrait lui fixer des objectifs. Lui dire au revoir en douceur. Voilà, Quoi. lui dire au revoir en douceur, mais lui donner des perspectives. Voilà ce qui te reste à faire sur les 2 mois. Voilà comment on va te demander de passer tes dossiers. Voilà. Ça, c'est important, la passation Tout à des... fait. Ouais. C'est Oui. clé, ça. Justement, Ouais, la, c'est clé. la passation, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être attentif et des écueils peut-être à éviter? Non, les écueils, oui, évidemment beaucoup, mais vraiment le principal sur la passation, c'est, je pense que si en amont on a correctement géré cette dépassion et cette dépassionnalisation, je sais pas comment du débat, et qu'on a réglé ce frein culturel, la passation, le collaborateur qui part, si ça se passe bien, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien jusqu'au bout. Il n'y a pas de sabotage, il n'y a pas tous ces fantasmes qu'on a derrière ces idées d'offboarding. Si on lui a donné de la visibilité et que on a correctement séquencé la fin de sa période chez nous, on sait mettre en place les conditions pour que son expérience soit positive. Il n'y a pas de... Enfin, pour l'entreprise, ce qui est positif, c'est que le collaborateur ne parte pas et ne fasse pas un tweet dévastateur une semaine après. Voilà, c'est ça l'enjeu. Hein. Oui, c'est un des enjeux. Une semaine avant, une semaine après, 2 ans après. L'enjeu, c'est ça. L'entreprise, elle ne peut pas cadrer tout ce qui est communiqué sur elle. Et en revanche, elle peut mettre en place les conditions pour que ce soit le plus positif et que ça se passe le mieux possible. Alors, je disais justement que 83% des personnes interrogées par un sondage ont affirmé que les avis déposés au sujet des employeurs avaient eu une influence sur l'endroit où ils ont postulé. Ouais. Donc, comme quoi, ça confirme complètement l'idée que c'est super important ça a un rôle dans la réputation de l'entreprise. Ouais. C'est la recommandation sociale. Hein. Aujourd'hui, vous choisissez un hôtel, vous allez oui, c'est exactement vous ça. renseigner sur le net. Pourquoi on ne le fait pas quand on choisit un job dans lequel on va passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine? Et on regarde les notations ou les commentaires. Évidemment. Et les commentaires des collaborateurs qui sont en poste ont évidemment plus de poids que la parole officielle de l'entreprise. Et on pourrait même se dire que les commentaires des collaborateurs qui sont plus en poste Ils sont meilleurs encore. sont encore plus de poids. Liberté de parole. Voilà, Ah ouais. il n'a pas d'intérêt à raconter n'importe quoi sur la boîte. Mais d'ailleurs, il y a aussi un phénomène qui est important ces derniers temps, c'est les salariés boomerang, c'est les salariés qui reviennent dans des entreprises dans lesquelles ils ont déjà travaillé. Et là aussi, le process d'offboarding est super important parce qu'on peut imaginer que si ça fonctionne bien, si ça se passe bien, ça peut avoir peut-être un intérêt et être bénéfique pour l'entreprise de retrouver ses potentiels salariés quelques années plus tard. Alors, c'est pas le cas tous les jours, évidemment, mais ça peut avoir... C'est pas le cas tous les jours, mais vous avez raison, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de poids. Il y a le côté prescription, comment il va parler de la boîte, et il y a le côté potentiellement, il peut revenir dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe. Hein. Il y a des groupes qui sont très multi-entreprises. Il ne vient pas forcément dans l'entreprise A, mais il peut retourner dans l'entreprise B du même groupe. Donc, il faut soigner cette relation jusqu'à la fin, même après. Et alors, est-ce que vous avez des exemples un peu concrets d'entreprises qui ont mis en place des process d'offboarding un peu spécifiques? Il y a une entreprise notamment qui, elle, va très loin. Elle aide même les collaborateurs à retrouver un job, généralement chez ses clients. Puisque c'est une entreprise de conseil, en les plaçant chez ses clients, elle comprend bien l'enjeu prescription une fois que le collaborateur est placé chez le client. Ils mettent des petits pions, des petits cailloux. Alors après, on peut y voir un côté un peu comme ça, stratégie, mais même pour le collaborateur, quelque part, là, on est vraiment dans ce côté dépassion dont je parlais. Le collaborateur, il n'a plus cette culpabilité. Oui. Au contraire, il sait qu'il va pouvoir même aider la boîte. On l'a fait hier, il y a le collaborateur qui veut renverser la table et qui dit « Moi, je veux devenir boulanger ». C'est intéressant aussi de l'accompagner, je pense, de réfléchir avec lui à l'idée qu'il ne veut plus faire de conseil, mais il veut faire de la boulangerie ou de la plomberie. C'est intéressant, ça, dans le offboarding. En fait, vraiment, l'idée majeure dans l'offboarding, mais dans tous les process RH, c'est quelle valeur ajoutée on peut apporter au collaborateur. Donc là, effectivement, la valeur de conseil, d'accompagnement, et d'autant plus s'il est dans une démarche complètement de reconversion, qui est quelque chose de neuf pour lui et sans doute un peu stressant. Et angoissant, oui. Et angoissant, c'est une vraie valeur ajoutée que de l'accompagner dans sa démarche, oui. C'est intéressant. Je rappelle votre livre « Booster l'expérience collaborateur », la méthode pour... Alors, vous le dites dans votre livre, c'est intéressant parce que c'est l'envers du décor. Oui. Attirer, engager, fidéliser en proposant une expérience mémorable. Oui. En quoi elle doit être mémorable, l'expérience, avant de nous quitter ?
Elle doit, alors c'est très très lié à chacune des organisations, mais très rapidement, elle doit être mémorable dans le sens où elle doit laisser aux collaborateurs ce souvenir positif à tous les moments clés qu'il a vécu dans toutes ses interactions avec l'entreprise. De l'entrée jusqu'à la sortie, voire après. Merci Séverine Loureiro, conférencière, co-auteure de ce livre, donc Booster l'expérience collaborateur chez Erol. Merci d'être venu. On continue avec notre rubrique Travailler demain, nouvelle invitée, et on reparle de l'offboarding. Marie, on reste dans l'offboarding. Alors on avait cette spécialiste, et là on va rentrer dans le concret. Avec Exactement, avec Cyril Payret qui est cofondateur et CEO de Comine, qui est un outil mis à disposition pour les managers pour faciliter justement l'offboarding et le process de transmission lors du départ d'un collaborateur. Peut-être que vous pouvez nous expliquer très simplement et concrètement quel est cet outil. En fait, Comine, c'est le fruit de 3 constats. La première chose, c'est qu'on ne gère pas bien la fin de parcours des collaborateurs dans les entreprises. On vient de l'entendre, c'est vrai. Ouais. On ne sait pas le faire parce qu'en fait, on n'est pas formé pour le faire. Il n'y a pas de littérature sur le sujet, ou très peu. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas motivé pour le faire. Quand on est manager, on a un sentiment assez naturel, c'est d'investir du temps sur les gens sur lesquels on a la capacité d'agir. Ceux qui restent sur le terrain. Exactement. C'est comme l'entraîneur qui regarde partir son joueur et qui lui fait même pas un clin d'œil et qui part dans les vestiaires. Va-t'en. Je sais pas, en tout cas c'est une vraie réalité. Le deuxième constat, c'est que, et c'est la conséquence du premier, c'est que il y a tout un tas de connaissances qui se perdent. À partir du moment où le départ de quelqu'un est inéluctable, on perd des connaissances, des bonnes pratiques liées au poste, et ça coûte très cher aux entreprises. La dernière chose, c'est que les départs feront toujours partie de la vie des entreprises. On parle beaucoup des recrutements, c'est plus glamour de parler d'onboarding, mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours des départs. Donc, Comine a pour vocation de faciliter, à partir du moment où le départ de quelqu'un est inéluctable, c'est de faciliter le partage de ses connaissances clés, le partage de son expérience pour permettre à son successeur de monter en compétences plus rapidement. Et donc, il y a un double avantage. Évidemment, c'est que le premier, le collaborateur sortant, qu'on appelle l'offboarding dans notre jargon, eh bien, il va pouvoir quitter l'entreprise en laissant une excellente dernière impression, et donc booster sa visibilité, son employabilité, son réseau. Et le collaborateur entrant, son successeur, va pouvoir monter en compétences beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est là qu'on perd de l'argent quand on a des départs dans son entreprise. Donc ça demande un peu de temps quand même de pouvoir faire parce qu'il arrive parfois qu'on n'ait pas recruté le remplaçant du collaborateur qui part. Donc il y a un moment de trou là. Oui, c'est vrai. En fait, le coût de l'offboarding, enfin en tout cas du turnover, c'est à la fois la chaise vide, et c'est à la fois le temps de monter en compétence du nouveau collaborateur. Exactement. Donc ça peut prendre un peu de temps. Alors pour le collaborateur sortant, ce que nous on fait, c'est que on lui met entre guillemets le logiciel à disposition dans les 4 à 6 semaines précédant son départ. Sachant que le collaborateur, ça peut être un stagiaire en fin de stage, un CDD en fin de contrat, oui. Ça peut être un démissionnaire en CDI. Enfin, la forme du contrat importe peu. Donc ça prend un petit peu de temps, mais finalement, même en 2 semaines. C'est faisable, ça dépend du niveau de priorité qu'on se fixe en fait. Quel est le processus, un peu les différentes étapes importantes? Alors, on a défini, si vous voulez, ce processus en 5 étapes. Avant de les laisser dans l'outil, d'abord on les forme à ce que c'est que l'offboarding, à quels sont ces enjeux. En fait, on donne du sens à cette démarche. Former les DRH, on l'a bien compris. Les DRH et nos clients en fait. Et vos clients. Ils sont des DRH, mais aussi les managers, parce que le premier bénéficiaire de la démarche, c'est évidemment le manager qui souffre de ce turnover récurrent dans son équipe. Donc là, vous lui expliquez votre méthodologie, ça en 5 points. On lui explique la méthode et surtout on lui explique aussi quels enjeux il a à adresser cette gestion du départ des collaborateurs, les risques qu'il a à ne pas le faire et quelques chiffres. On le met, si vous voulez, on lui ouvre un peu les chakras. Ensuite, on va lui expliquer, pour répondre à votre question, les 5 étapes de notre offboarding. Les 3 premières ont plutôt vocation à décrire la réalité du poste. Donc la personne qui va quitter l'entreprise va décrire son poste avec ses mots. C'est quelque chose de beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus parlant que les 2, 3, 4 bullet points que le candidat a pu se voir présenter pendant l'interview avant d'accepter la Oui, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus riche, évidemment. Et c'est la réalité opérationnelle du poste. Oui. Et les 2 dernières rubriques ont plutôt vocation à renseigner le candidat sur, le successeur sur l'environnement de travail. Parce qu'en fait, avant de rejoindre un job, avant de prendre un poste, on rejoint une équipe, on rejoint une entreprise avec des routines, avec des personnalités. Et donc, on commence d'abord par lui le sensibiliser sur cet environnement de travail. Ensuite, on lui donne toutes les clés pour être plus pertinent. Pour être concret, vous dites, attention, là, ce qu'on t'avait vendu dans l'entretien est un peu différent. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas le recruteur qui va le faire. C'est la personne qui était assise à la place du nouvel arrivant qui va le faire. C'est lui qui va le... C'est-à-dire, il va même pas le dire, mais on lui a peut-être vendu de faire de la stratégie, de la communication, etc. Voilà, moi concrètement, mes 4 missions, c'est 1, 2, 3, 4. Il va lui dire, il n'y a pas ça, ouais, bien sûr. Il va même pas lui dire, il n'y a pas ça, il va lui dire, il y a ça. Le job, c'est exactement ça.
Et après, on sait que chaque job a une certaine géométrie variable. Donc chacun va un peu redéfinir le job en fonction de ses appétences, ses compétences. Justement, à quel point ça doit être personnalisé, ce process? Parce qu'on a compris qu'il y avait des étapes clés, mais parfois, selon les différents métiers ou les différentes personnes, ça peut changer, j'imagine? Bien sûr, en fait, si jamais vous confiez la plateforme à un commercial ou si vous la confiez à un chef de projet RH, évidemment, les exemples qu'on va lui montrer vont être différents. C'est-à-dire, si jamais on demande à quelqu'un de partager son expérience de sales, on va lui montrer des exemples de podcasts, de vidéos qui peuvent être faits par un sales pour transmettre sa connaissance. Pour un chef de projet RH, on va lui présenter des exemples qui vont être en lien avec son métier de RH. Et ça, c'est un point très fort dans notre produit, c'est de dire que, en fait, on sait qu'il peut y avoir une certaine difficulté à partager du contenu, donc on l'a simplifié considérablement, c'est-à-dire que 60 à 80% du contenu qu'un collaborateur sortant va laisser à son collaborateur, il va le faire dans un format chaud. Ce qu'on appelle un format chaud, c'est du podcast ou c'est de la vidéo. Mais c'est pas dans de l'écrit, parce qu'en fait, on sait que... Et sinon, on part avec un mètre cube de papier. Et dans le meilleur des cas, le mètre cube est lu. Mais en fait, dans la réalité ou dans le pire des cas, souvent, on s'arrête à la 3e page. C'est ça. Et donc, à la fois, le format chaud a l'avantage d'être facile à produire pour la personne qui va quitter l'entreprise, mais en plus, il est beaucoup plus engageant pour le nouvel arrivant qui va rentrer dans le sujet. Les secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez, pour qu'on soit concret, c'est quoi l'offboarding où il faut vraiment être opérationnel et utile? Aujourd'hui, on n'a pas de secteur d'activité de prédilection. On est plutôt sur des tailles d'entreprise. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que on a sur notre quinzaine de clients on a des startups, des industriels et même des VC. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les startups ne sont pas forcément les plus adaptées parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'outils dans les startups. Donc, notre cœur de cible sont plutôt les ETI, les PME, qui sont un peu moins outillés. De type un peu industriel, peut-être. Et dans lequel il y a un vrai besoin de préservation de la connaissance. Et vous sentez vraiment qu'elles sont de plus en plus réceptives, justement, à ce sujet-là? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'onboarding est un sujet très à la mode dans les entreprises. Et on parle peu de l'offboarding, c'est vrai. Et l'offboarding, vous avez un peu l'impression que tous les DRH passent sous un tunnel en même temps quand vous évoquez le sujet. Enfin, vous parlez du moment inéluctable, il ne nous reste que 30 secondes, mais il est intéressant d'analyser ce moment inéluctable, parce qu'en fait, les raisons du départ sont complexes, il faut les analyser aussi. Oui, bien sûr. Même quand c'est doux. Hein. Non, mais c'est un exercice qui permet de progresser, c'est un exercice très vertueux pour l'entreprise que de faire ça, et notamment c'est un signal très fort sur le marché parce que ça permet de dédramatiser la gestion des départs. Donc à la fois on peut gagner en notoriété, en attractivité, mais en plus aussi... Et un petit peu en souplesse voilà, ça évite la violence ou les mots ou les douleurs. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est qu'en fait on permet de gérer les départs non plus par le prisme de l'émotion, ce qui est souvent le cas, mais par l'action en fait, par beaucoup plus de pragmatisme. Merci Cyril Pailleré, merci d'être venu sur le plateau de Smart Job et de Working Progress. Vous êtes le patron de Comine qui fait de l'offboarding. Merci à vous Marie, on se retrouve demain pour Working Progress avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Tout de suite, c'est notre cercle RH. Avant cette courte pause, évidemment, on va parler des relations au travail. C'est un peu l'off et l'onboarding. Le lieu de travail, c'est un lieu de rencontre. Il s'y passe plein de choses. Attention, danger. On en parle avec nos invités. Le cercle RH, notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook notamment. On s'intéresse, alors c'est un sujet un peu tabou, c'est les relations interpersonnelles au sein du travail, c'est-à-dire tout ce qui se fait en dehors de la mission pour laquelle vous avez été embauché. Il y a des séminaires, il y a des pots, il y a des soirées, il y a des moments conviviaux, il y a des team building et il se passe plein de choses. On se rencontre, on se parle, on devient amis, on a le cœur qui bat et parfois on tombe même amoureux. L'entreprise est devenue une sorte de lieu de sociabilité. C'est pas sans danger, c'est pas sans ambiguïté, parce que parfois c'est un supérieur hiérarchique qui est concerné par cette histoire. Puis il y a eu balance ton port, il y a eu ces relations compliquées entre les hommes et les femmes, avec parfois des abus de pouvoir, du N+1 sur une femme. On va y revenir, c'est tous ces sujets dont on parle aujourd'hui. Alors c'est traité dans les magazines féminins, évidemment, mais j'ai analysé en préparant l'émission que c'était aussi traité par tous les sites spécialisés dans les ressources humaines. Tout le monde s'intéresse à cette question parce que c'est un débat pour les managers. Comment faire pour gérer, pour canaliser finalement cette énergie, cette vie? On en parle avec mes invités. Sabrina Kemel, merci d'être avec nous. On a voulu faire venir une avocate spécialiste en droit du travail parce que c'est parfois des sujets de contentieux. Et puis le droit s'exprime aussi. Il y a des règles précises de droit qui empêchent l'entreprise, à la différence des États-Unis, à être trop intrusif dans la vie privée. On va en parler avec vous dans quelques instants.
instants. Ronan Chastelier, merci d'être avec nous. Alors vous êtes un homme multifonction, vous êtes sociologue, président de Tendanceau. C'est la même fonction en fait. Je suis sociologue et je fais beaucoup d'études sur toutes sortes de thématiques. 2013, vous aviez fait une étude, ou 2012, qui avait été très commentée dans sur l'amour, sexe, travail. Ouais. Et puis un livre sur le marketing jeune. Il y a longtemps. Il y a longtemps, mais bien sûr, mais c'est intéressant parce que ça va aussi revenir à cette idée que vous évoquez sur le management sweat capuche. Oui, enfin bon, c'est une manière un peu décontractée de parler de nos nouveaux directeurs de ressources humaines qui effectivement à la cool. arborent un suite et une capuche, mais ça va au-delà, on est vraiment dans l'idéologie du sympa dans l'entreprise. Voilà. Ouais. Est-ce que ce sympa est réel? Ouais, c'est ça, exactement ça. Bon, est-ce que c'est vraiment cool ou est-ce que c'est... c'est pseudo-cool. C'est pseudo-cool. Et ben, ça, vous allez y répondre dans quelques instants. Sur le pseudo-cool, il y a des arbitrages juridiques qui ont lieu de plus en plus souvent. Oui, parce qu'on peut avoir un suite capuche et effectivement avoir un conflit et pas être très cool. On est d'accord. Alexia de Bernardi, merci Alexia d'être avec nous. Vous êtes en webcam avec nous par Skype. Vous êtes présidente de la WeBox. Et puis vous étiez venue, Alexia, on s'en souvient tous, venue nous parler de votre livre Moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble chez Marabout. Là, il y avait pas mal d'éléments dans votre livre où vous évoquiez évidemment l'idée que le manager devait être vraiment convivial, proche. Je vous pose la question à vous, tiens, vous êtes la plus loin de nous. Comment vous le regardez, ce sujet de ce qu'on appelle, nous, dans notre émission, la relation interpersonnelle, c'est-à-dire les rencontres qui se font sur un lieu de travail. On y passe 8, 9, parfois 10 heures. Forcément, il s'y passe des choses. Parfois, on tombe amoureux, parfois, on devient très amis, parfois, on se dispute. D'abord, question abrupte, c'est un jeune sujet ou c'est un vieux sujet, cette histoire ? En fait, depuis toujours, ce qui est important, c'est de créer une cellule sociale. Une entreprise, le but premier, c'est de faire des choses ensemble. Donc, effectivement, ça génère des relations interpersonnelles. Mais alors là, avec la crise de la Covid et la gestion de crise et la reprise qui s'annonce, il se trouve que nous, au sein de la WeBox, comme on anime des communautés de managers, on est partenaire d'Orange et on a mené une étude via la Vie de la Bonne Nouvelle, dont on fait partie, avec d'autres sociétés c'est un incubateur des nouvelles façons de travailler. Donc là, on n'est pas depuis toujours, on est aujourd'hui. Et avec la Vie de la Bonne Nouvelle d'Orange, on a mené une étude justement pour demander aux Français de quoi avaient-ils envie au travail pour la reprise post-confinement. Et on a eu là plus de 600 réponses. Et plus encore que jamais, en fait, parmi le top 3 des attentes des Français au travail, il y a un besoin de convivialité, de lien, parce qu'en fait, c'est ça qui génère la confiance, c'est ça qui génère le sentiment d'appartenir à une équipe. Et on s'est tous rendu compte que pendant le confinement, le contact humain réel, c'était de l'or. Et c'est très important de se voir en chair et en os. Donc tout le monde sait que maintenant on se verra moins, mais qu'il faudra vraiment se voir mieux. Alors ce qui est nouveau, en plus de ça, c'est qu'en fait les entreprises ont compris qu'elles avaient intérêt à favoriser ces relations interpersonnelles. Alors on va voir de quoi on parle. Alors on savait déjà, nous, au sein de la WeBox, c'est nos travaux, que 70% de l'engagement d'un collaborateur vient des relations qu'il a avec son chef. Donc on parle déjà de relations. Mais là, la crise a vraiment augmenté ça, puisqu'on a constaté que quand on ne se voit pas, en fait, on a du mal à ressentir des accords, à savoir si les messages passent ou pas. Et donc, on a besoin de profondeur et de fréquence dans les relations pour pouvoir justement mieux travailler ensemble, créer les conditions de la confiance. Donc ça, c'est plus nouveau, c'est que les entreprises l'ont vraiment compris et post-Covid, c'est vraiment encore plus important que jamais. Alors bon, après, il y a plein de façons de faire pour aider le manager à parvenir à créer ces relations interpersonnelles dans un cadre professionnel. Merci Alexia. Vous allez revenir évidemment, ce n'était pas qu'une seule intervention. Je vous ai vu un petit peu opiner du chef lorsque Alexia parlait de ce sujet. Vous êtes d'accord avec elle? On est en train de changer, de muter. C'est-à-dire que même l'entreprise aujourd'hui favorise et dit mais attendez, il faut cette rencontre, il faut de l'empathie, il faut être sympa. Et donc ça peut évidemment occasionner d'autres rencontres que de la sympathie et de l'amitié. Alors sur votre question initiale, est-ce que c'est un vieux ou un jeune sujet? Je crois que c'est une question assez mythologique et puis en plus on sait très bien, si vous voulez, que il faut constituer des équipes gagnantes avec une certaine convivialité pour effectivement obtenir des marchés, travailler dans l'entreprise ensemble. C'est quand même un truc de structuration collective, une entreprise. Donc on réinvente un peu la roue quand on doit dire aux
cadre juridique que la convivialité, c'est super important. Si vous voulez, oui, la convivialité est essentielle. Maintenant, au-delà, c'est vrai qu'avec le Covid-19... Alors dans les mines, dans le nord ou à l'est, ou dans les usines sur les chaînes, il n'y a pas une grande convivialité, il faut le dire. On n'était pas dans un management convivial, là. On n'est pas non plus au 19e siècle. C'est ça, voilà. Mais il s'est passé plein de choses du 19e siècle jusqu'au management en suite capuche, quoi. Il y a eu pas mal d'étapes intermédiaires. Là, il y en a une nouvelle d'étape qui est assez problématique, c'est effectivement le fait que les gens soient plus tellement in situ, c'est-à-dire sur le lieu de travail, et puissent pas échanger, avancer de cette manière-là. Et ça pose un gros problème pour les jeunes d'ailleurs, parce que eux, ils voyaient un peu l'entreprise comme un lieu effectivement cool, informel, de décontraction, de rencontres, etc. Pour eux, c'était vital cette première expérience en entreprise, et elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, alors elle a lieu sur fond de télétravail, et le télétravail, c'est quand même un peu le lieu de la solitude. Donc c'est l'inverse. Donc est-ce qu'il y aura moins d'histoires d'amour ou moins de belles amitiés qui vont se créer avec le Covid-19 ? L'histoire reste à écrire. Mais Sabrina Knell, je vous la pose en tant qu'avocate, mais en tant que femme citoyenne, ça vous semble utile, les histoires d'amitié, voire même les histoires d'amour, parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui circulent. Il y a 55% des salariés considèrent en effet qu'être amoureux au travail a un impact positif à leur travail, c'est-à-dire qu'on est dynamisé, on a une belle énergie, on est très fiers, on est content de venir tôt le matin. Quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, parce que parfois on s'engueule. Il faut gérer l'après-relation. C'est ça. Puis il y en a 31% qui avouent avoir vécu une relation consentie amoureuse sexuelle dans le cadre de leur activité professionnelle. C'était une étude des éditions Tissot pour Opinionway il y a quelques temps, mais ça donne une... Mais je peux revenir un tout petit peu sur les chiffres. Pardon, Allez-y, un chiffre, et Sabrina Knell. Non, mais ça va peut-être anticiper les propos de Sabrina. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'un Français sur 3 considère que c'est super les relations amoureuses sur le lieu de travail, mais 2 Français sur 3 estiment que l'irruption du désir et les aberrations de l'amour sur le lieu de travail, c'est pas toujours quelque chose de pertinent. Là-dessus, je vous cède. Non, mais parce qu'il y a des débats juridiques, il y a une jurisprudence. Il y a des débats juridiques et la question, enfin, il y a des débats juridiques, mais bon, le débat aujourd'hui dépasse aussi cette sphère juridique, hein, bien sûr. Je ne sais pas, Arnaud, si en réalité on a besoin, si vous voulez, d'amour ou d'amitié au travail. Je ne crois pas. Enfin, on vient, on fait notre job. En revanche, de manière générale, on a besoin d'amour et d'amitié. De manière générale, mais après, je ne suis pas certaine qu'on vienne bosser pour ça. En revanche, on a besoin de travailler dans une ambiance sereine, dans une bonne ambiance, dans une ambiance bienveillante. On a envie de venir. On doit avoir envie de venir au travail et de ne pas venir avec la boule au ventre. Vous voyez. Après, le fait de tomber amoureux ou non au travail, honnêtement, peut-être qu'il y a de nombreuses personnes qui rencontrent l'amour au travail. Non, mais il y a un débat. Moi, je parlais avec un chef d'entreprise, enfin un manager qui dirige 700, 800 salariés. Je ne serai pas cette entreprise, évidemment, et qui me dit, moi, je suis confronté à une difficulté, puisque j'évoquais le thème de l'émission. Moi, je suis confronté à une difficulté. Ma population de salariés sont des jeunes qui entrent dans le monde du travail. Et j'ai un mal fou à gérer cette relation-là, qui est un peu explosive, qui est difficile à gérer. Il y a les apéros, il y a les soirées. Il y a les soirées, il y a de plus en plus de faits festifs dans l'entreprise. Je pense que les ressources humaines ont géré ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, le team building, toutes ces approches de séminaires, etc., ça a fabriqué de l'amour, ça a fabriqué de l'amitié. Mais c'est un danger pour vous ou c'est positif, pour le dire simplement? Moi, je préfère apporter une analyse froide sur le sujet et voir ce que ça peut apporter, ce que ça peut dégrader. C'est ça. Ce que ça peut apporter, c'est clair. Je veux dire, c'est une envie tripale d'aller au travail tous les jours pour retrouver son amour, pourquoi pas, ou ses potes. Ou ses potes. Il y a beaucoup de business aujourd'hui, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, qui est très dans l'entre-soi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des bandes de potes qui créent des business entre eux. En sociologie, on appelle ça des appariements sélectifs. C'est-à-dire qu'on se choisit. Un effet de bande, quoi. Ouais, on se choisit, on se crée, etc. Et pour des missions, pour des tâches. Et donc, c'est pas. Et ça, c'est lié par l'amitié. Et ça, c'est soudé par l'amitié, mais aussi d'autres vecteurs qui sont un certain nombre de compétences qu'on n'a pas, que d'autres ont, etc. Et qui trouvent une forme d'enclenchement, si vous voulez, via l'amitié. Et ça peut aller très loin. Il y a beaucoup on parle beaucoup de couples d'entrepreneurs aussi. Il y a des gens qui ont créé des boîtes ensemble. Ils vivent leur aventure amoureuse et professionnelle ensemble. Et puis il y a beaucoup de potes qui ont monté des start-up. Alors c'est vraiment l'esprit, il y a tout un écosystème start-up qui fonctionne comme ça. Donc c'est illusoire de vouloir se dire c'est bien, c'est mal. C'est comme ça. Oui, c'est intéressant que vous êtes dans une vision neutre, parce que c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait social total. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle entreprise, vous avez ce type de... Juridiquement, quand même, d'un mot, aux États-Unis, les lois autorisent l'entreprise à jeter un œil et dire, attendez, dans le contrat de travail, dans les règles, il est hors de question que vous ayez une relation amoureuse sur le lieu de travail. C'est écrit et le collaborateur signe. En France, on n'a pas le droit. On pense à l'affaire McDo. Exactement. Mais bien sûr. Mais en réalité, en France, non, on n'a pas le droit.
on n'a pas le droit, en France, de s'immiscer dans la vie privée d'un de ses salariés. La limite, c'est le droit à la vie privée. Voilà, juridiquement, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Après, c'est subtil. Hein. Après, c'est subtil parce que quel est l'impact, en fait, de la relation amoureuse ou de la relation amicale que vont avoir les gens entre eux? C'est là. Est-ce que, par exemple... Surtout quand la personne a des informations confidentielles et qu'elle peut les transmettre. Qu'elle change de Est-ce qu'on parle d'amour ou d'amitié, là? Parce que, les deux, mon capitaine. Parfois, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié. On se parle autour d'un verre, on devient très amis, et puis on dit ce qu'il ne faut pas dire. Non, mais on dit ce qu'il ne faut pas dire. On est potes, on se rencontre sur le lieu de travail, on devient amis, on se voit sur le travail, en dehors, etc. Et puis, il y a des inimitiés qui peuvent se créer, et justement, sur le travail, on va avoir du mal à travailler ensemble, parce que finalement, on s'est disputé la veille ou autre. Non, mais chez les jeunes, c'est ce qui peut se passer. Et là, ça peut avoir des conséquences négatives. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas envisager... Le matin, c'est super, l'après-midi, ça marche plus. Alors voilà, il y a des humeurs aussi. Il y a des... Ça, c'est pas bon pour le manager. Il y a des phases qui peuvent être un peu hystériques, etc. Mais encore une fois, à l'entreprise, c'est pas que le lieu de travail de l'entreprise. C'est une espèce de sphère élargie qui est l'entreprise, avec les collaborateurs, mais aussi les fournisseurs, mais aussi les clients. En fait, c'est beaucoup plus large qu'une simple entreprise. C'est-à-dire qu'en fait... et donc, on peut devenir amoureux, copain, etc. de cette sphère. Et il n'y a plus tellement, comme dans les années 50, une espèce d'opposition entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Je trouve. Tout ça est devenu très flou. Une espèce de vieil adage, là on sépare les deux. Aujourd'hui, ça circule énormément. Et en fait, les gens passant un certain temps au travail, il est normal que se créent, si vous voulez, des affinités électives entre les gens, des amitiés, voire, qu'elles soient dangereuses. Soyons fous, de l'amour. De l'amour, oui, parce que ça peut aller jusqu'à l'amour. Il y a aussi évidemment des relations extra-conjugales, évidemment. Alexia, je voulais vous poser une question, parce qu'on a entendu votre point de vue, on l'avait entendu en plateau, vous nous le redites. L'entreprise, c'est pas qu'un instrument de business ou de profit, c'est aussi un lieu de sociabilité, de rencontre où les collaborateurs grandissent, apprennent aussi à grandir avec un groupe. On est quand même très loin des caricatures des années 80 sur le droit de cuissage du chef ou du patron de bureau, parce que ça a été fait dans plein de films au cinéma, où il y avait cette espèce de rapport de pouvoir de l'homme sur des collaboratrices. Ça existe, mais la tendance, c'est qu'on n'est plus au Moyen-Âge. C'est ça, et on n'est plus au Moyen-Âge. Comment vous regardez ce basculement ? Oui, effectivement. Alors, c'est complètement la fin du management à la papa que vous décrivez, Arnaud. Aujourd'hui, en fait, les entreprises ont compris que pour pouvoir collaborer, pour pouvoir produire avec créativité, développer de l'intelligence collective, il faut créer une relation où on a envie de travailler ensemble. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut montrer aux autres qu'on se ressemble, il faut se dévoiler, il faut créer du lien, il faut montrer ses vulnérabilités. Il faut développer son écoute, il faut s'impliquer dans des tâches du quotidien. Et finalement, tout à l'heure, j'entendais les interventions, on parle beaucoup de fun et de start-up, mais finalement, le manager d'une entreprise traditionnelle, ce n'est pas forcément que du fun, mais il peut créer du lien et donc des amitiés et des déviances que vous citiez, juste par le fait qu'il veut vraiment créer de la relation pour bien travailler, pas forcément dans le fun. Si on est vraiment dans l'écoute, dans les échanges, où on partage ses faiblesses, ses victoires, finalement, c'est ça, créer du lien, et c'est ça qui aujourd'hui génère de la coopération. Alors on peut se demander finalement où est le problème, et c'est vrai que finalement il faut aussi assumer les conséquences des valeurs que le manager va vouloir promouvoir, parce qu'en fait pour moi c'est beaucoup une histoire de valeurs du manager. Et dès l'entretien de recrutement, il faut savoir afficher ses valeurs. Il y a des entreprises où juste se prendre en photo, faire un selfie avec son chef, c'est hyper tabou. Donc il y a aussi un monde du travail très hétérogène. Certains managers, certaines boîtes, on en a parlé, ont des valeurs très fun, on va partir en vacances ensemble, on fait des séminaires le week-end, il y a les conjoints qui viennent, il y a des mariages, etc., il y a des tribus, mais ce n'est pas la totalité des entreprises, il y a aussi des cellules plus traditionnelles, mais il y a quand même des affinités qui se créent. Et pour moi, c'est très important que le manager, en fait, véhicule ses valeurs. Toutes les valeurs ont des faces cachées. Si on développe la culture de l'initiative, il y aura aussi des travers. À force d'avoir trop d'initiatives, on va peut-être se perdre. Donc, s'il y a la valeur de la convivialité, du fun, c'est très important que le manager assume ses valeurs et soit complètement cohérent avec ses valeurs, fasse ses choix et anime ses équipes dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et après, il y a aussi une histoire de déontologie. Bien sûr. Justement, Sabrina Kemel, il y a deux affaires, parce qu'il y a le volet fun, il y a le côté convivial. On vit tous ensemble, on est content, on produit ensemble, on invente ensemble. Puis il y a des affaires, il y a le slip français avec des propos racistes tenus par des collaborateurs dans une soirée privée qui pose un autre sujet, mais qui viennent
impacter leur marque. Et puis, il y a ce diffuseur de jeux vidéo dont le patron était un tyran et se retrouve dans une affaire judiciaire aux États-Unis, au Canada et en France, parce qu'il posait des problèmes aux collaboratrices, qui étaient même des créatrices. C'est quoi la frontière ? C'est compliqué parce que très vite, depuis qu'on a Balance ton port, il y a aussi le risque pour un manager, parce qu'il est trop dans la convivialité, parce qu'il est trop sympa, pour être interprété par une collaboratrice comme... Comment on fait là pour trouver la bonne distance ? Parce que c'est un sujet là, juridiquement. C'est compliqué dans l'affaire du slip français. La question, elle est tout autre. C'est la question du trouble objectif. Qu'est-ce que ça a créé en fait pour la marque ? Exactement. Des conséquences pour la marque ? Est-ce qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires ? Est-ce que, vous voyez, ça salit la marque. Et ça salit la marque, bien sûr, et on aurait pu prendre des sanctions contre ces salariés, même si ce qui s'est passé dans la sphère privée. Parce qu'il faut qu'on voit à chaque fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les conséquences en fait sur la sphère professionnelle. Et puis Balance ton port quand même, qui est venu comme ça libérer la parole des femmes dans l'entreprise. Bien sûr, et aujourd'hui, si vous voulez, même dans les entreprises, on voit que la convivialité, parfois, quand on s'entend très bien avec ses managers, il y a des blagues qui dérivent, il y a des blagues qui peuvent se faire, qu'on ferait peut-être plus à la maison, mais qu'on va faire sur le travail et qui... Bon, on se dit, voilà, on fait une petite blague. Je me jette, j'y vais. Et puis, non, mais qui en soi va être bien prise par certaines. Et mal prise par d'autres. Et donc, on va vite dériver sur les mots harcèlement, parce que le harcèlement revient régulièrement. Donc, elle est là, la frontière. Et c'est extrêmement compliqué. C'est tendu, ça. C'est tendu. Mais après, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, quand un manager se pose la question, parce qu'il y en a, est-ce que je peux aller jouer au baby-foot avec mes N-1, est-ce que ce serait pas mal vu ? Est-ce que si ? C'est dommage parce qu'en fait, il faudrait pouvoir travailler en bonne intelligence. Mais excusez-moi, vous parliez du sweet capuche, c'est vous qui avez introduit tout à l'heure ce sujet et inventé l'expression, parce que c'est vous qui avez estampillé la marque. Vous avez la marque, c'est déposé. C'est le côté Google, Facebook. Sweet capuche. Là, quand j'entends tout à l'heure le discours de votre Sabrina, pas Sabrina, pardon, Alexia, excusez-moi. J'ai toujours beaucoup de mal avec l'entreprise est un monde de valeurs. Il faut avancer telle valeur, la convivialité, telle autre valeur. Ouais, non, c'est pas ça. Je pense que dès la première crise dans l'entreprise, on s'aperçoit que les valeurs, elles sont balayées d'un revers de main. Donc inventer des valeurs pseudo-morales pour ensuite les voir disparaître, il y a juste des faits objectifs qui sont, la convivialité, c'est quelque chose d'important parmi les salariés. Et puis il y a aussi au-dessus de tout, et c'est peut-être ça qui doit présider à toutes les choses, le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on a le droit de jouer au baby-foot avec ses salariés. Je crois qu'on n'a pas le droit de draguer ostensiblement, je ne sais pas qui. C'est ça. En fait, c'est une espèce de. Et donc, par-dessus ça, on a rajouté une espèce de discours politiquement correct, vraiment pénible dans tous les secteurs et les compartiments de la société. Trouver la bonne distance, où il faut trouver la bonne distance, c'est ça, et on arrive à un truc où ça devient impraticable. On peut pas. Parce que la vie et la vie dans l'entreprise, c'est la vie aussi, est incompatible avec ce type de barrière stupide qu'on essaye d'ériger en permanence. Et dangereuse, peut-être. Et dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, on bascule très vite sur le terrain contentieux. Et voilà. Extrêmement vite. J'irais à l'américaine, on a quand même les faits un peu américanisés. Bien sûr. Je vais vous attaquer pour harcèlement, je vous mets la pression. Pour harcèlement, une collaboratrice qui va très bien s'entendre avec son chef pendant des années, ils vont aller déjeuner au restaurant de façon régulière, ils vont pouvoir boire des pots le soir, tout ça en bonne intelligence. Pas de difficulté, les relations de travail se passent bien. Et puis un jour, elle va venir nous dire, mais attendez, moi, il m'invite au restaurant, il insiste. Enfin, elle va transformer peut-être les choses à sa façon. C'est très complexe. C'est hyper complexe. C'est pas complexe. Ronan Chastelier. C'est aussi sweet capuche que puisse être l'entreprise. L'esprit Google, pour le dire simple. Humaine. Aussi décontracté ça puisse paraître. En fait, il ne faut jamais perdre de vue qu'une entreprise, c'est une entreprise avec effectivement des possibilités d'être rattrapée par des choses qu'on a fait antérieurement, etc. Et donc, il y a cette obsession du sourire généralisé dans l'entreprise et de la bise en entreprise et de se taper sur le dos en permanence, etc. C'est vachement sympa. Mais simplement, il y a des contentieux qui se créent tous les jours. Il y a des jalousies entre les salariés. Il y a des gens qui veulent utiliser certains biais pour progresser dans la hiérarchie, etc. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une entreprise avec des intérêts économiques. Vous nous dites que c'est une guerre, en fait. C'est pas une guerre. On s'y aime, mais on s'y fait la guerre aussi. On est dans l'humain.
l'humain, voilà, et l'humain, c'est pas toujours joli, parfois, mais même si ça peut être très beau aussi. Bah oui, un mot, Sabrina, je donnerai la parole à Alexia, parce que vous l'avez interpellé. Pour dire, en fait, moi récemment, j'ai un directeur d'une entreprise qui me dit, voilà, on m'accuse de harcèlement sexuel. Ah, on vous accuse de harcèlement sexuel. Pour quelle raison? Parce que j'ai invité à plusieurs reprises, enfin j'ai proposé à plusieurs reprises à une collaboratrice de venir déjeuner avec moi, et je lui ai envoyé une fois un message sur son portable personnel pour lui dire, mais est-ce que tu veux déjeuner ou non? Si tu ne veux pas déjeuner, je déjeune avec l'équipe. Bon. De là, on dérive pour ce simple fait, qui ne caractérise pas des faits de harcèlement sexuel, mais on a un courrier en disant... Elle a le sentiment qu'elle est harcelée. Elle a ce sentiment qu'elle est harcelée sexuellement. Et donc il me dit, moi, plus jamais, je n'inviterai qui que ce soit, ou je ne proposerai à qui que ce soit. Ça bloque la relation là. Et comment je peux il faut faire gaffe, c'est sûr, parce qu'on est instrumentalisé où on peut l'être. C'est aussi simple que ça. Mais à partir du moment où on a un certain nombre de responsabilités, il faut envisager tous ces aspects-là. Bien sûr. C'est comme l'affaire Griveaux, si vous voulez, sans sortir du cadre. Non, mais lui, il aurait pu envisager qu'envoyer des sextapes ou je sais pas trop quoi, c'était problématique. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour un manager. C'est pour ça que des gens ont commenté en disant mais il est complètement idiot. Voilà. C'est aussi vrai pour des managers à un certain niveau de faire attention. Je pense qu'il faut effectivement mesurer la part des choses, même si effectivement l'éruption du désir est parfois plus fort que tout. Mais en même temps, vous avez raison. Il faut prendre en compte les responsabilités que l'on a, le pouvoir que l'on a, et donc on a un devoir moral. Je pense qu'on des échelons. Après, on doit pouvoir toujours continuer à inviter telle ou telle personne à déjeuner du sexe opposé ou aller boire un verre avec. Mais sinon, ça brise la relation. Alexia, avant de nous quitter, vous avez été interpellée parce qu'il y a un peu un débat sur, je le dis abruptement, d'entreprise bisounours, il faut qu'on s'aime tous, il faut qu'on soit bien, et en même temps, on voit, il y a des relations amoureuses, il y a des relations amicales, puis aussi un espace de tension aussi. L'entreprise, c'est aussi un espace de tension. Oui, alors pour moi, il ne faut pas se tromper de sujet. Créer du lien, ça génère de la performance et de l'engagement. C'est pas pour ça qu'il faut être bisounours. Je pense c'est aussi. Alors, on parlait de valeurs. C'est vrai que d'habitude, je parle plutôt de code. Les entreprises transpirent de code. Il y a des codes plus ou moins fun ou sérieux dans les entreprises. Là, je crois que finalement, c'est à chacun de voir la limite déontologique de ces agissements, d'alerter s'il y a des conflits d'intérêts. Voilà, si vous travaillez sur un projet de fusion-acquisition et c'est un copain qui est sur la partie adverse, il faut pouvoir alerter. Et finalement, on se rend compte que ceux qui ont un bon fond, les collaborateurs qui sont fiables, on n'a pas ce genre de soucis. Il y a vraiment une notion de responsabiliser les équipes, une notion de maturité. En quoi moi j'ai de l'impact avec les faits, mes faits et gestes. Et pour ça, moi je crois beaucoup au management responsabilisant. C'est faire en sorte que chacun soit conscient de l'impact de ce qu'il fait pour la communauté de l'entreprise. Merci Alexia, présidente de WeBox et moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler ensemble chez Marabout. Merci à Ronan Chastelier, vous revenez quand vous le souhaitez, parce que vous avez plein d'autres sujets sur ces questions liées au RH et à l'entreprise. Sociologue, président de Tendanceau, qui a été créé en 2013. Oui, sur cette idée de sondage un peu pertinent. Très pertinent, puisque ça avait été extrêmement repris. Merci à Sabrina Kemmel. Vous reviendrez bien dans son job aussi, parce qu'on a plein de questions à vous poser sur le droit. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. Tout de suite, c'est notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Alors, ce sont les chiffres de l'emploi pour y voir un tout petit peu plus clair. C'est dans quelques secondes. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Vous le connaissez, il est très en forme, nous dit-il. Vous êtes fondateur du réseau Odyssée. Alors, vous avez souvent des petites rubriques un peu détonnantes. Là, aujourd'hui, vous nous proposez pour ne pas avoir concurrence, vous dites postuler un poste qui n'existe pas. Kesako. Oui, exactement. En fait, si je devais parodier une phrase de Marshall qui disait le meilleur moyen de gagner une guerre, c'est de ne pas la mener, eh bien, le meilleur moyen de vaincre la concurrence quand on cherche un job, c'est d'éviter la concurrence. Alors, comment faire? Vous leur cassez une jambe, vous leur mettez un coup sur la tête? Non, pas encore. Ça pourrait faire un bon film, mais c'est pas l'idée. Ouais. Non, globalement, ce qu'on constate, c'est que les demandeurs d'emploi, ils se plaignaient déjà avant la situation actuelle de la lenteur ou de l'absence de réponses lorsqu'ils postulaient. Ils se plaignaient beaucoup des recruteurs qui répondaient peu, mal ou trop lentement. Eh bien, il faut reconnaître qu'avec l'effet ciseau de l'augmentation du nombre de demandeurs et de la baisse des offres d'emploi, ça va être bien pire. Et si je devais résumer d'une phrase, il fera pas bon dans les mois qui viennent être noyé dans la masse des candidatures. Vos propositions concrètes, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, Parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Oui, alors évidemment, je viens avec des solutions, je vous rassure. Mon conseil dit
dernier mot, c'est ne postulez pas. Et donc, vous l'avez bien résumé. Restez chez vous? Non, alors pas tout à fait. Proposez un plan d'action dont vous allez être le héros, dont vous êtes le héros, les fameux livres dont on se rappelle quand on était enfant. Pour faire très court, l'employeur, qui soit patron de TPE-PME ou patron opérationnel d'un grand compte, il est comme tout le monde. Il est en période de crise et il cherche des solutions pour augmenter son chiffre d'affaires ou pour baisser ses coûts. Et du coup, quand il trouve des solutions, quand il a des idées, ça donne un plan d'action. Ce plan d'action, il donne des annonces et ces annonces, elles donnent beaucoup de candidatures. Mais les idées qu'il n'a pas encore pour sortir sa société de l'ornière, ces idées que vous allez lui apporter, lorsque vous allez vous allez lui apporter des idées et des solutions, et du coup, le CV de cette solution, c'est vous. Donc ça oblige quand même, excusez-moi Thierry, mais à une cogitation assez forte du candidat quand même. Évidemment, il faut qu'il expertise l'entreprise, il faut qu'il l'analyse. Enfin, c'est un travail assez titanesque quand même. Évidemment. Alors je vais vous donner quelques exemples et je vais ensuite donner 2-3 justement astuces pour s'organiser. Premier exemple, je suis commercial et par exemple je visite les coiffeurs, les coiffeuses depuis des années. Je me retrouve entre deux jobs, mais mon carnet d'adresses, c'est tous ces fameux coiffeurs de ma région et autres. Eh bien, au lieu de postuler dans une entreprise qui justement vend aux coiffeurs et qui du coup met déjà des annonces et donc je serai noyé dans une masse, je vais postuler à toutes les entreprises qui ne vendent pas encore aux coiffeurs et aux coiffeuses et qui pourtant pourraient avoir... Vous leur donnez un débouché là. Une niche de développement, exactement. Et à ce compte-là, tout est bon. Les boîtes de nettoyage, les boîtes d'alarme, les caisses enregistreuses, tout ce qui... Autorisé juridiquement ça? Parce qu'on ne prend pas la clientèle pour la vendre à un autre? Ah non, pas du tout, puisque là, j'étais commercial, j'ai quitté une entreprise, je vais voir des entreprises que, par ailleurs, dont je connais les modes de fonctionnement pour leur vendre quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Et là, justement, l'intérêt, c'est que ces entreprises que je vais solliciter, elles n'ont pas l'habitude de fonctionner avec cette clientèle-là en particulier. Et donc, j'arrive avec non seulement un débouché, mais également toutes les méthodes qui sont les miennes. Et donc, du coup, probablement, je vais porter cette solution. Thierry, pour être extrêmement concret, il nous reste une minute. Vous le déposez sur LinkedIn, vous envoyez un courrier manuscrit avec une plume d'oie. Comment on fait là, concrètement? Alors, évidemment, ça demande un peu de préparation. C'est vrai qu'on ne va pas envoyer des tonnes de CV, des tombereaux de CV, de lettres de motivation. Cibler. Exactement. Beaucoup plus de travail de préparation. Je choisis je comprends ma spécialité. Je choisis des entreprises qui pourraient en avoir besoin pour faire un développement. Je construis une proposition et je contacte notamment à travers les réseaux sociaux tous les patrons d'entreprises et opérationnels qui pourraient voir ça comme un débouché. Donc c'est pas un tapis de bombes, mais c'est quelques bombes parfaitement ciblées. Exactement. Merci Thierry. La semaine prochaine, vous nous êtes de quoi si vous voulez, on peut parler justement d'une autre façon de trouver un job, de partager son propre temps entre plusieurs employeurs. Et voilà, ça c'est important. Voilà, le multi-job. Ça soulève des questions juridiques. Ouais, ça c'est un débat juridique dont on en parlera parce que c'est vrai c'est de plus en plus. D'ailleurs, c'est la grande tendance, hein, le multi-travail. Merci à vous, merci Thierry. Odyssée RH, vous revenez la semaine prochaine. Donc si j'ai bien compris, évidemment, vous êtes le bienvenu. Merci à vous qui nous regardez chaque jour en direct. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Demain sera le débat des experts. On va balayer la semaine et l'actualité de la semaine. Elle a été évidemment très riche. Merci à vous, merci à toute l'équipe et à Fanny Griesmer. Et puis on se retrouve demain, évidemment. D'ici là, restez connectés aux réseaux sociaux, puis à Bismart tout simplement. Bye bye. Merci.